Ils eurent à supporter 2 violentes tempêtes de sable. La première avant Chaga, village sympathique aux maisons en boue et paille, mais aux habitants paisibles et serviables. La deuxième aux approches de Taoudini. Ils avaient bivouaqué 4 fois aux oasis se trouvant sur leur passage, pour s'approvisionner en eau et reprendre leur tonus. Ils avaient croisé des tas de caravanes et de bandes en quête de butin, en duo, trio ou quatuor, mais qui avaient passé leur chemin, faute d'effectifs, ou impressionnés par la valeur et l'importance notoire de Dwib et son commando dans les empoignades. Ils arrivèrent cependant sans encombre à Taoudini, à vue de jumelles du cloître d'Antoine le Proscrit, au 18e jour quand le soleil fut au sud. Loyalais et venaient tout autour. Les uns y entrant, d'autres en sortant. Ils mirent pied à terre et s'occupèrent à débarrasser les bêtes de leur chargement. Karaman et Taleb s'occupèrent de la bouffe, tandis que Dwib et Hamza, flanqués de 2 outres s'approchèrent de la maison de Dieu, dans le but de chercher de l'eau et entendre peut-être le mot de passe de Mansour. Rien n'y fut. Ils durent attendre la messe du lendemain. Alors qu'Antoine débitait son prêche, un homme portant un burnous et une écharpe de pèlerin, entra, ferma la porte et s'y adossa en disant « Que faites-vous là? Le Messie tant attendu tarde à venir. Dehors, espèce de fou !» lui cria Antoine, amorçant une marche furieuse vers lui. « Ne vous dérangez pas, mon père. Nous allons le faire sortir. » Intervinrent nos 2 amis en se levant et se dirigeant vers l'intrus. Hamza le tira dehors et Dwib conseilla à l'assistant le plus près de la porte de la refermer derrière eux. Le tenant toujours par le bras, Hamza lui récita la réponse au mot de passe, au contraire, il est déjà parmi nous. Dieu soit loué. Je commençais à désespérer de vous voir. Cela fait 3 jours que je répète mon mot dans le cloître. Débita l'homme. Les incommodités du voyage, répondit Hamza. Trêve de palabres. Coupa Dwib. Accouche. Ordonna-t-il à l'indique. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre, répondit le guide. Bientôt ils furent devant une grande habitation entourée de bambous et gangrénée de crin végétal. Plusieurs tombereaux et une ferraille disparate encombraient un grand espace de sa cour. La maison était bâtie au style égyptien. Peut-être que la fille de Cléopâtre y avait séjourné quand elle se sentait fatiguée de l'administration de son regard, lorsque sa mère régnait encore sur presque tout le Sahara. Un homme corpulent attendait sur le perron. Quelques statues mutilées ou en ruine, témoignaient encore du faste et de la puissance dans lesquelles avaient nagé les pharaons. Sans les saluer, l'homme du perron leur demanda de le suivre à l'intérieur. Dans un grand hall, ils choisirent une porte qui donnait sur un escalier descendant dans une vaste crypte. Des portraits sculptés dans du marbre étaient accrochés un peu partout aux parois. Certains d'entre eux représentaient quelques divinités adorées dans le temps, d'autres, quelques princes ou intendants de renommée de l'époque où l'Égypte dominait l'ancien monde. Hamza s'en approcha pour en admirer l'art. « Ne touchez à rien surtout !» ordonna leur hôte. « Pourquoi ?» s'enquit Hamza. L'homme marcha vers la paroi du fond, appuya de son pouce sur l'œil gauche de l'un des portraits, en guise de réponse. Un panneau de marbre se détacha du mur, au niveau du sol pour découvrir un nombre restreint de crânes. « Ce sont les amants de Néfertiti, » expliqua l'homme. Quand elle jetait son dévolu sur une beauté, elle l'envoûtait avec ses vapeurs euphorisantes, l'ensorcelait de ses charmes et une fois au summum de l'apothéose absolue, il passait de vie à trépas. Ses suivantes l'embaumaient de toutes les lotions susceptibles de le transformer en statue bronzée. Les plus récentes occupaient, encore debout, leurs alcôves dans la paroi d'une salle circulaire et gigantesque. Les crânes appartiennent à ceux qui avaient osé refuser ses avances. Mais tout ça n'est plus qu'histoire et vestige. Dans une salle contiguë, des caisses en bois s'amoncelaient à l'un de ses coins, tandis que quelques coussins en doux et une table mal équarrie occupaient son centre. « Asseyez-vous » ordonna le gros personnage. « Le patron viendra vous recevoir dans un instant. » Le patron était un quadragénaire, chauve et barbu. Malgré sa haute taille, la houppelande noire qu'il portait, traînait un peu derrière lui sur le sol et trahissait les couleurs de ses vêtements. Il tendit la main à Hamza et tapota l'amputé à l'épaule en guise de salut, puis s'assit devant eux. « Cheikh Mohamed pour vous servir » annonça l'hôte. « Hamza et Dwib » répondirent les 2 visiteurs. « C'est l'or à convoyer » dirent-ils en louchant vers les caisses. « Oui. C'est l'or » assura l'homme.
Pour vous raccourcir le voyage et vous épargner quelques difficultés dangereuses, des convoyeurs nous l'ont amené depuis Tombouctou. On ne peut faire plus pour vous. Qui, on osa demander Hamza. L'ordre de vous aider nous est parvenu d'une confrérie musulmane chérifienne d'Orient. Je ne peux en dire plus. Le départ est pour quand? Pour après-demain, avant l'aube. Nous et nos gars avons besoin de repos si nous voulons attaquer le retour en bonne forme, répondit l'amputé. Bon. Demain au soir, soyez là avec vos bêtes pour les charger. On vous donnera aussi des vivres. Nous préférons les vider dans nos barils, proposa Douib. C'est plus maniable et abusant. Certaines bandes seraient neutralisées rien qu'en croyant à l'huile, à l'olive ou aux dattes et non à l'or, alors que nous combattrons les plus sagaces. Le désert ça vous connaît. Libre à vous de le négocier à votre gré. D'ici à votre départ, un de nos hommes vous ravitaillera. Ça vous évitera les allées et les retours chez nous et tout ce qui en découlera comme suspicion. Un dernier conseil. Une fois aux abords de Mamid El Gislan, soyez sur vos gardes. Nos services de renseignement nous ont rapporté qu'un général français de ceux qui encadrent la colonisation dans le Rif et l'Atlas, en relation secrète avec un certain Fouad Amouni, chrétien libanais diplomate et juge international, sont au courant de votre mission et vous préparent un mauvais coup en utilisant l'une des bandes de hors-la-loi qui infestent le Tindouf. Soyez sans crainte, assura Douib. Pour avoir cet or, les bandes devraient nous passer sur le corps. Au crépuscule du troisième jour, Hamza, Karaman et Taleb guidèrent des chameaux, barils au flanc, jusqu'à la demeure du sieur Mohamed. Pour accommoder leur charge, ils vidèrent les tonneaux d'huile dans des outres. Des hommes du cheikh les aidèrent à mettre l'or dans leurs futailles. L'opération terminée, ils retournèrent au camp pour récupérer ce qui restait encore comme barda. El-Walid, Saad et Omar avaient déjà apprêté ce qui restait de la caravane au départ. Leur réserve d'eau étant assez suffisante pour aller jusqu'au deuxième point d'eau avant Chaga, ils décidèrent d'ignorer le premier. Mais les brigands savaient eux aussi faire des comptes. Futés comme ils étaient, ils allèrent les attendre au même endroit. Nos amis n'eurent à essuyer qu'une seule tempête sur leur trajet. El-Walid leur éclairait la route et s'absentait des fois plusieurs heures pour leur ramener des renseignements utiles sur le terrain. Un point noir leur parut enfin à l'horizon. El-Walid les devança de quelques lieues, prit ses jumelles, s'arrêta et attendit. Après un moment il revint leur dire. C'est un bosquet de palmiers. C'est l'oasis, camarade. Mais elle me semble trop calme et très déserte. Du danger en vue? Demanda l'amputé. Je ne peux savoir au juste, répondit El-Walid. Prépare tes cadeaux, Omar. J'ai l'impression que nous n'allons pas tarder à les offrir à nos hôtes, ordonna Douib. Ne pourrait-on les contourner? Demanda Omar. Et si c'était une embuscade? S'il s'agissait de toute une tribu? L'affrontement serait inévitable, répondit Douib. Primo, nous manquons d'eau, secondo, nous serions suivis et tertio, nous sommes fatigués et nous devrions camper et attendre la nuit. Je ne voudrais pas qu'une tempête inopportune nous surprenne hors d'un abri. Allez les gars. Apprêtez vos arcs. Les 4 hommes attachèrent à 8 flèches des bâtons de dynamite, les placèrent dans leurs arcs. Puis les 7 chevaliers parcoururent un tronçon de route leur permettant de se planter à portée du point d'eau. Le quatuor d'archers décocha ses projectiles 4 par 4 en un minimum de temps. L'ennemi reçut la commission. Un sauve-qui-peut en débandade s'ensuivit suite aux explosions successives. Douib commanda l'assaut juste après le lancement de son artillerie. Les chameliers entamèrent dans leur chevauchée une fusillade infernale dès qu'ils eurent l'adversaire à portée de fusil. L'amputé se cramponnait au dos de sa monture en se couchant sur le bâton, coinçant ses pieds dans l'arrimage et tenant de ses dents à l'une de ses cordes. Beaucoup de victimes jonchaient le sol du bosquet. Des rescapés à dos de mulets galopaient ce qu'ils pouvaient, s'enfuyant là-bas au loin. Douib interrogea un agonisant. La tribu? De l'eau? Ah! Balbutia le mourant. Une fraction des Touaregs. Pillards et terroristes. Poids. Allez les gars, foutez-les dans une fosse. Ordonna Douib. La corvée macabre finie, les 7 hommes bivouaquèrent toute la nuit pour repartir à l'aube. Chaga avait dépassé l'embryon de village qu'elle avait été, mais n'atteignait pas encore le statut des villes proprement dites. Une agglomération en pueblos parsemée sur des collines en roc et en sable.
Mais elle était prospère et ses habitants étaient accueillants et hospitaliers. Elle tirait ses racines d'une oasis que le labeur considérable de la part des bonnes volontés avait gangréné de palmiers, de cactus et de sagros. Un espace qui peut-être avait faussé compagnie au territoire mexicain pour venir s'ancrer dans un désert africain désolant, qui se transformait en Moussem la plupart des fois. Beaucoup de caravanes s'y croisaient pour faire emplette ou liquider leur cargaison le temps d'un souk, avant de continuer leur périple vers les horizons lointains. Un lieu de plaisir et de volupté, qui, ou bien suscitait les emballements ou alors apaisait les euphories et calmait les passions. Une activité fiévreuse y battait son plein quand la caravane de l'amputé fut à l'orée de la bourgade une fin d'après-midi. El Walid, envoyé au devant, revint pour leur dire que les Chagaouis se préparaient à un mariage. Les convoyeurs firent alors halte dans une cour de mosquée, à l'écart de toute construction. Douib et El Walid partirent tâter l'opinion. La population parlait de tout sauf de leur or. Dans une place, un attroupement de gens attendait avec la famille du jeune époux l'arrivée de la préposée au mariage. Bientôt une chamelle, portant une jeune fille, entra dans la place, escortée d'une nuée d'accompagnateurs qui haranguaient une clique à hausser le volume de sa fanfare. Un châle blanc transparent n'arrivait guère à cacher ce que la mariée exhibait comme beauté, yeux cintrés de colle, joues maquillées de henné et bouche empourprée de rouge. Svelte dans son cafetan vert et blanc dont les manches retroussées par l'effet du tangage de sa monture, trahissaient la blancheur de la peau de ses mains et les arabesques de henné qui les tatouaient, elle paraissait ne pas mesurer encore la destinée vers laquelle les siens l'avaient orientée, mais jouer le rôle qu'il lui avait assigné en tant qu'actrice assidue, dans cet événement unique dans sa vie et faisant partie de tout un folklore tribal. Le public présent se convertit tout de suite en un cordon ceinturant ainsi l'endroit. On fit asseoir la chamelle et le jeune marié, un beau gaillard au demeurant, vêtu d'un burnou blanc, la tête levée dans une écharpe brodée jaune d'Orient, monta devant sa fiancée qui lui entoura la taille de ses bras. Un tonnerre d'applaudissements et des youyous de femmes joliment attifées et pomponnées de tout ce qu'elle possédait comme joaillerie, embrasa la place. La monture se releva et l'escorte, renforcée par celle de la famille recevante, la guida vers la demeure des jeunes tourtereaux. Au soir, la place apprêtée fut encore envahie du public. Sur de grands canons des quartiers de viande de chèvre, de chameau ou d'antilope, rôtissaient, alors cabas et saucisses épicées et assaisonnées mêlaient leur odeur à celle âcre du mélange de crasse, de suif et de sueur encore sur la peau des caravaniers en quête de ripaille. Fruits secs, lait de chamelle et de chèvre, dattes, miel, amandes et noix abondaient dans des plateaux en crin végétal à même le sol et à portée de main de tout friand de ces délices. Des tentes de commerçants, telles des ruches, regorgeaient de présents à emporter, et les amateurs de cadeaux, comme des abeilles, y entraient et en ressortaient satisfaits de leur troc. Des boussadias bizarrement accoutrés jouaient leur numéro au milieu de l'alca de spectateurs enthousiasmés. Des plafonds en filets de cordes que les palmiers retenaient, surélevés au-dessus des têtes, des bougies dans leurs chandeliers, et leur lumière mêlée à celle des feux des canounes, éclairaient suffisamment le bouge. Plusieurs toitures de chapiteaux unis, abritaient clics et fanfares munis de flûtes, tam-tam, ou tambours se préparant à un récital berbère au plaisir des spectateurs. Tout à fait au fond, une chaise rudimentaire en bois non équarri, faisait office de trône pour les fiancés. Deux rangées se faisant face, l'une de jeunes filles empaquetées dans leur cafetan mosaïque, fardées de colle et de henné, l'autre de jeunes garçons portant chamir et tagia coloriés, joutaient dans un concours de danse folle. Le rythme les portait l'une devant l'autre tantôt et tantôt les remettait à leur ligne de départ. L'écart se faisant à l'extrême, de belles amazones dans des robes très recherchées en profitaient pour s'y aventurer, exhiber leur enchaînement envoûtant de danses et de voltiges qui excitaient à l'amour et à la chair. En conclusion, l'agglomération était si occupée au point que Douib et ses hommes pourraient dormir chacun sur ses deux oreilles. Leur or ne risquait rien pour le moment. Au cœur de la nuit, ils profitèrent eux aussi de l'ambiance pour aller, à tour de duo, se taper un bain mort et séduire de belles prostituées en manque de chair nordiste.